Je vais aussi essayer, dans le temps imparti, de vous faire part de beaucoup de réflexions sur le sujet. Mais dans ce cadre-là, je pense qu'il est important aussi de voir, comme Luc a dit tout à l'heure, de recadrer notre raisonnement parce qu'il est important de voir l'origine de cette réflexion. Dans ce cadre-là, on doit bien voir que pour tous les prestataires de santé, l'objectif est commun, c'est l'amélioration et le bien-être de la population et on est dans un cadre très restrictif pour l'instant, puisque nous avons une diminution des moyens avec en même temps une augmentation des personnes pour qui on doit atteindre cet objectif. L'espérance de vie, vous savez tous qu'elle augmente, vous savez aussi que de par ce fait-là, l'augmentation des pathologies chroniques est flagrante et évidente. Dans ce cadre-là, les défis sont nombreux. Un des défis pour y arriver, je crois que d'autres orateurs l'ont déjà dit, c'est d'augmenter la prévention. Il est évident que la médication, c'est la dernière chose qui doit arriver, qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver avant, qu'il ne faut pas oublier. Garantir la bonne orientation du patient vers le bon prestataire de soins au bon moment me semble évident aussi. Et ici, au final, il faut quand même administrer un traitement au patient, il doit être de qualité et il doit surtout être observé par le patient. Mais pour que le patient l'observe de manière adéquate, il doit adhérer à ce traitement, c'est-à-dire qu'il doit s'imprégner de son utilité et faire en sorte de pouvoir bien le gérer. Je crois que ce sont des choses importantes. Alors dans ce cadre-là, en tant que pharmacien d'officine, comment pouvons-nous contribuer à atteindre tous ces objectifs? Nous y avons réfléchi de différentes manières. La conclusion est toujours la même. Il faut, au départ, quand on délivre un médicament qu'il soit de qualité, on doit maintenant l'accompagner d'autres actes en termes de services autour de la délivrance du médicament. Nous devons aussi être impliqués dans le développement à la fois des centres d'orientation et des axes de prévention. Au travers de ce schéma, sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus, je pense qu'on peut voir beaucoup de choses. La première pour nous, c'est qu'il est important de voir que, et ça c'est des études qui ont été faites et corroborées plusieurs fois, sur 1000 patients qui sont exposés à un trouble de santé, il n'y en a finalement que 250 qui vont voir un médecin. Quand ils vont voir un médecin, ben là, le diagnostic est fait, le traitement est administré au travers d'une ordonnance et il y a là un cycle que tout le monde connaît. Malheureusement, on a quand même une grande partie des gens qui, bien que ressentant un trouble, ne vont voir aucun médecin. Et dans cette partie-là, de ces 500 patients, il reste quand même toute une partie de gens qui viennent et qui poussent la porte de la pharmacie d'officine. Plus de 500 000 personnes par jour poussent la porte des officines en Belgique. Et à ce moment-là, le rôle du pharmacien peut être multiple. Le premier, et on y attache de plus en plus d'importance, c'est pas forcément de lui vendre un médicament, c'est peut-être sur base d'un questionnaire qui lui a été imposé, ou en tout cas dans un dialogue avec ce patient, on peut conclure à des conseils de vie saine et en tout cas à partir vers un rôle plus de prévention que d'action. Si vraiment il s'avère qu'il est nécessaire de lui administrer un médicament, on peut le faire aussi au travers des médicaments non soumis à prescription qui, après coup, rentrent dans ce cercle et qui devraient en tout cas être connus du médecin aussi au cas où le patient va finalement voir un médecin ou rentre, je vais dire, dans un milieu hospitalier. Par contre, toute une série de patients, et vous voyez que la flèche en rouge est double, ne doivent pas recevoir de la part du pharmacien d'officine ni un conseil de vie sain dans le cadre de la promotion de la santé, ni un médicament, mais être envoyé d'office chez le médecin. C'est ce qu'on appelle le centre d'orientation. Et donc, on ajoute en jaune une partie de la population qu'on réoriente, d'où le rôle dans le centre d'orientation et dans l'axe de prévention. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que pour faire les choses comme il faut, que ce soit au départ de l'interrogation du patient ou vers son renvoi vers le médecin ou vers l'octroi d'un médicament, on a besoin d'un échange d'informations important. D'abord sur le patient lui-même, sur les médicaments, sur les relations avec les autres prestataires. Et tout ça nous a conduit très rapidement à déterminer que nous avions besoin de changer le paradigme de travail dans les officines pour passer d'une dispensation vers des soins. Et vous avez ici tout ce changement de paradigme, mais je crois que le plus important, c'est effectivement la dernière ligne. On passe du rôle du pharmacien d'officine lié aux médicaments à un rôle lié aux patients, et dans le cadre d'une multidisciplinarité. Pour ça, effectivement, l'échange d'informations entre les prestataires est important, et c'est dans ce cadre-là qu'on peut voir que l'officine informatisée de manière obligatoire depuis 2010 déjà
est dans un circuit avec énormément de projets en même temps. On en a parlé de quelques-uns. Vous avez ici en orange plutôt la partie, on va dire, administrative. Vous voyez que le pharmacien est toujours connecté via e-health et donc garantit la sécurité de l'échange d'informations. Au niveau administratif, c'est tout ce qui concerne l'assurabilité du patient. C'est aussi avec un projet que vous connaissez peut-être moins, iGate, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est la garantie de la qualité, c'est de vérifier que le médicament délivré n'est pas falsifié, est un vrai médicament. Nous travaillons en collaboration avec le Collège intermutualiste pour tout ce qui est assurabilité, chapitre 4, et nous avons toute la partie des soins, sur lequel, sur base de la prescription électronique, nous pouvons échanger des informations au sujet du patient, dont vous voyez que c'est le patient qui détient la clé, puisque l'échange ne peut avoir lieu qu'en présence de son consentement. Nous avons là des projets comme le dossier pharmaceutique, nous avons tout ce qui concerne les échanges d'informations entre prestataires de soins au travers de la e-healthbox, un projet SIMPAT dont on va vous parler tout à l'heure, et le schéma de médication au niveau de Vitaline. Donc vous voyez toute une panoplie de projets et en tout cas de choses qui ne sont pas de l'ordre du futur, mais qui sont de l'ordre du présent et qui sont actuellement mis en place dans toutes les pharmacies d'officine en Belgique. Ça nous ramène vers l'idée principale que nous avons eue il y a déjà quelques années, de se dire nous devons en tout cas collecter un certain nombre d'informations concernant nos patients au travers de dossiers. Et nous avons eu d'abord le dossier pharmaceutique local et qui est, après, on va vous l'expliquer, échangé également sous forme d'un dossier pharmaceutique partagé. Le dossier local, c'est quoi? C'est de manière obligatoire, puisque là, il y a une partie légale, l'obligation pour le pharmacien d'enregistrer pour chaque délivrance pour lequel une prescription est nécessaire, le nom du patient, du médecin, sa date de dispensation et le nom du médicament. En dehors de ça, le dossier local du patient peut comporter toute une série d'autres informations pour lesquelles le patient peut s'opposer. Au départ, en 2010, quand on a créé le dossier local, c'était un opt-out, c'est-à-dire que le pharmacien l'enregistre et c'est uniquement si le patient n'est pas d'accord que la partie non obligatoire peut être retirée ou peut être éliminée. Cette partie non obligatoire concerne tous les médicaments non prescrits, donc les médicaments OTC, comme on parle, qui sont les conseils du pharmacien ou qui sont délivrés à la demande du patient. Les coordonnées du patient, mais ça c'est purement administratif, certaines formes d'allergie ou d'intolérance quand elles sont vérifiables ou vérifiées, et l'état de santé ou des pathologies connues ou d'autres renseignements qui peuvent permettre de mieux aider le patient lors de la délivrance d'un médicament. Ceci est un outil de base qui doit être alimenté chaque jour dans l'officine et qui l'est depuis 2010, soyez-en sûrs. Et là, c'est un vrai dossier. Par contre, nous avons après décidé d'échanger certaines informations entre nous. Et là, nous avons peut-être fait une erreur de sémantique d'appeler ça dossier pharmaceutique partagé, parce qu'en réalité, c'est la source authentique de ce qui a été délivré aux patients. Et je vais y revenir, je crois qu'il est important. Mais tout le monde le connaît, ce dossier pharmaceutique partagé, donc on ne va pas changer. C'est un plus pour la santé du patient. Ça a été développé pour toutes les pharmacies belges, donc en collaboration avec l'OFACO également, réunies dans une ASBL Pharmaflux, qui est le garant à la fois de la sécurité de l'échange de l'information et de sa standardisation. Je pense que le mot standardisation n'a pas encore été assez prononcé et qu'il est fort important dans l'ensemble des processus d'échange d'informations entre prestataires de soins. Alors le DPP, je vous l'ai dit, c'est un historique de médication qui reprend une partie de ce qui est dans le dossier local de chacune des pharmacies. Ça se fait pour l'instant de manière volontaire. Il est évident que pour que la qualité y soit, il faudrait l'exhaustivité et que donc le rendre obligatoire me semble assez adéquat, mais nous ne sommes pas encore parvenus jusque-là pour l'instant. Et donc, c'est l'historique de médication sur 12 mois. Pourquoi 12 mois? En France, le dossier pharmaceutique se contente de 4 mois, mais nous estimons en Belgique que quand même la saisonnalité de certains traitements fait en sorte qu'il faut au minimum travailler sur 12 mois. Il est évident que tous les paramètres de mémorisation des données, des informations peuvent être modifiés à tout moment et qu'il s'il s'avère qu'un médicament doit, ou certains types de médicaments ou de traitements, ou par exemple la vaccination, devrait subir la collecte de l'information sur une plus grande durée de temps, nous pourrions le faire. Alors comment cela se passe-t-il? Eh bien, c'est quelque part un cercle et une boucle. Nous avons la consultation du DPP qui peut suivre l'enregistrement des données. Je ne vais pas travailler à l'envers, mais enfin, il semble évident qu'il faut d'abord enregistrer des données avant de pouvoir les consulter. Et donc, vous avez ici
l'entièreté des pharmacies belges qui sont reliées de manière sécurisée et standardisée, quel que soit le soft, quel que soit l'endroit où on se trouve en Belgique, pour envoyer le même type d'information, le même dataset au niveau d'un niveau intermédiaire qui, lui, structure, encrypte si nécessaire les données pour les envoyer vers une unité centrale appelée PCDH, Pharmaceutical Care Data Hub. Et c'est cette unité centrale elle-même sécurisée qui est accessible pour l'instant aux pharmaciens, mais qui pourrait être accessible à d'autres, en fonction d'une relation thérapeutique et du consentement du patient. Donc si vous avez par exemple ici un pharmacien qui demande de pouvoir visualiser les données de délivrance de médicaments d'un patient qui n'a pas donné son consentement e-health ou tout autre consentement recueilli en Belgique de même nature, il n'y a pas l'échange d'informations. Il est évident que quand on commence la délivrance d'un médicament à un patient, on a tout intérêt à aller voir et à consulter son dossier pharmaceutique pour voir quels sont les autres médicaments qu'il prend. Et puis, lorsqu'on a dispensé, il est évident aussi qu'on a un devoir d'enregistrer ce qui a été dispensé pour augmenter la qualité de la base de données mise à disposition des autres pharmaciens. Ça, en pratique, ça se visualise de cette façon-ci. Vous avez ici, par exemple, les données délivrées au sein de l'officine qui sont dans une couleur et venant d'autres officines dans une autre couleur, avec un petit voyant vert ici pour le patient qui atteste bien que ce patient a donné son consentement pour l'échange d'informations. Ici, vous avez, ça dépend d'un soft à l'autre, le même tableau avec des indications. C'est écrit petit, mais croyez-moi bien que ce qui est en rouge vient de la pharmacie et le reste vient d'ailleurs. Les finalités du DPP me semblent évidentes, elles sont là répertoriées. Pour ma part, je trouve que ce qui est évident, c'est qu'on augmente la qualité de l'acte qu'on fait lors d'une délivrance si on a le maximum d'informations concernant toutes les délivrances du patient au travers de la Belgique. Alors on me dit souvent, mais pourquoi est-ce nécessaire quand on sait que plus de 85% des patients sont fidèles à leur pharmacien? Ça paraît évident, mais on sait tous qu'on va en vacances ou qu'on peut aller dans une pharmacie de garde également. Et donc je pense qu'à tout moment, il est nécessaire d'avoir l'entièreté du paysage médicamenteux d'un patient pour bien faire son travail. Ceci sont des chiffres, mais ça vous donne quand même, avec un démarrage du dossier pharmaceutique en phase de production en février 2014, le fait que maintenant, actuellement, sur base volontaire, 54% des pharmaciens ont adhéré au système. D'un point de vue technique, tout le monde ne sait pas encore être exactement branché, mais il y a plus ça, c'était les données au 25 octobre. Je crois qu'ici, en novembre, nous avons dépassé les 2000 pharmaciens actifs. Et nous avons déjà des données concernant plus de 4 millions de patients. Parce que ce que je vous ai peut-être pas, sur quoi je n'ai peut-être pas assez insisté, c'est que dès que le pharmacien rentre dans le système, toutes ces données délivrance sont enregistrées. Il n'est pas nécessaire d'attendre le consentement du patient pour enregistrer, puisque le système est géré sous la responsabilité des pharmaciens et de Pharmaflux, et donc au fond, le PCDH, le système, n'est que l'extension de toutes les pharmacies belges pour permettre l'accès aux informations 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc l'enregistrement se fait de manière automatique, c'est la consultation qui est liée au consentement du patient. Nous avons aussi de cette manière-là déjà consulté pour plus de 50 millions de produits enregistrés. Nous avons eu des demandes de pharmaciens pour plus de 30 millions de dispensations. Il est évident que ça ne donne pas lieu à l'échange chaque fois, puisqu'actuellement nous sommes actuellement à peu près 1,5 million de patients qui ont donné leur consentement. Sur la ligne du temps, il est très simple de voir qu'au départ, le dossier local était pour le pharmacien. L'échange entre pharmaciens des données brutes du DPP me semble évidente au niveau de la source authentique, mais le schéma de médication, lui, est effectivement la manière dont nous envisageons de partager avec les autres prestataires de soins. Il est évident qu'une liste exhaustive de 12 mois de délivrance doit être analysée en fonction d'un dialogue avec le patient ou son entourage pour voir quelle est la médication actuelle de ce patient. Alors, sur le schéma de médication, je fais une petite joke habituellement, c'est vous dire que ça veut dire beaucoup de choses et ça peut être vu de différentes façons. Ceci, pour moi, est déjà un schéma de médication puisqu'il vous indique quand vous devez prendre la pilule en question en fonction du jour du commencement du traitement. On peut aller dans un système où ça, c'est la mise en lumière de ce qu'il y a dans le dossier pharmaceutique partagé en fonction de données venant de la propre pharmacie ou d'autres pharmacies et en fonction de classes thérapeutiques. Mais il est évident aussi
que Vidis est aussi une forme de schéma de médication. Alors devant toutes ces différences, je crois qu'on doit voir et tenir compte de ce qui se passe réellement sur le terrain maintenant. Actuellement, sont échangés au travers du projet Vitalink mis en place par le gouvernement flamand un certain nombre de schémas de médication qui sont standardisés, dont on connaît les informations, c'est-à-dire que chaque pharmacien en communauté flamande introduit un certain nombre de données dans son système qui génère un schéma de médication qui peut être envoyé vers Vitalink et mis à disposition d'autres prestataires. Ça concerne quand même un certain nombre de documents et un certain nombre de schémas de médication actuellement. Vous avez ici les données cumulées en septembre et nous en sommes passés à plus de 15 000. Vous êtes ici à 11 000, où il y a à peu près 11 000 schémas de médication en activité en septembre. J'ai eu les données tardivement pour octobre, mais nous sommes déjà maintenant à plus de 15 000 schémas de médication. Nous avons aussi participé à d'autres projets en tant que pharmacien d'officine, notamment en région wallonne, un projet qui s'appelle SIMPAD qui va être développé tout à l'heure, où nous voyons effectivement le rôle du pharmacien et le rôle du PCDH et donc du dossier pharmaceutique pour alimenter une base de données mise à disposition et qui regroupe les informations de plusieurs prestataires au moment de l'entrée à l'hôpital. Je pense qu'il est important de savoir que même si, on l'a dit tout à l'heure, on est parti sur d'autres voies, à un moment, il faudra bien atterrir. Au niveau de la Flandre aussi, il y a un projet qui s'appelait TRAM, qui permettait évidemment d'accentuer l'importance pour le patient qui entre à l'hôpital, certainement pour une opération programmée, d'arriver avec un minimum d'informations, ou plutôt même un maximum d'informations concernant son schéma de médication en collaboration avec son pharmacien. Une étude française m'a interpellé et j'ai eu le résultat il n'y a pas longtemps, j'attends confirmation, c'était lors d'un symposium à Paris. En France, une enquête a été faite pour savoir, pour des patients hospitalisés justement pour des opérations programmées, dans combien de pourcentage de cas le pharmacien habituel, le pharmacien référent de ce patient avait été prévenu. Et on est au-dessus de 80 à 82% des patients qui en parlent à leur pharmacien avant de rentrer à l'hôpital pour une opération programmée. Donc je pense que c'est là le lieu idéal effectivement pour recueillir ces informations et arriver à l'hôpital ou transmettre vers l'hôpital un maximum d'informations utiles. Parce que les défis du schéma de médication sont ceux-ci. C'est que si effectivement, avant 2011, on a décidé de créer quelque chose, si on a commencé à le partager à partir de 2011, on voit que depuis un an ou deux, on a des différences au niveau du pays. C'est pour ça que le pays est coupé en deux. D'un côté, il y a déjà un partage d'informations, de l'autre côté, pas encore. Malgré la volonté de le faire. On constate aussi que les technologies sont différentes, mais on ne doit pas s'arrêter à ça. On constate aussi qu'on peut partir d'une entité schéma de médication ou d'une série de lignes qu'on peut réorganiser. Et il est évident que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le terme lui-même schéma de médication peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors dans un schéma habituellement utilisé par les gens qui développent des projets, nous sommes ici dans la complexité et le temps, arriver dans cette zone-ci pour passer effectivement d'une liste exhaustive des délivrances, d'une source authentique de délivrance vers un réel schéma de médication. Il faudra se poser la question de savoir si on le fait pour tout le monde. Quelle est l'utilité d'avoir un schéma de médication pour un jeune qui de temps en temps prend un anti-inflammatoire parce qu'il fait trop de sport ou qu'il se blesse, et ce qu'on appelle les schémas de médication pour les patients chroniques. Je crois que si on veut y arriver, on doit d'abord faire des choix. Il est impossible d'y arriver pour tout le monde et tout le monde en même temps. Par contre, ce qui est important pour nous, en tant que pharmaciens, c'est l'objectif qui est clairement formulé ici, de n'avoir pour chaque patient qu'un seul schéma de médication et ne pas commencer à en avoir plusieurs ou la possibilité d'en créer plusieurs. Il n'y a pas deux vérités au niveau de ce que prend un patient, il n'y en a qu'une. Et donc ça nous motive pour effectivement trouver des solutions avec les différents partenaires pour faire en sorte que si un schéma est créé par un prestataire dans un environnement, par exemple en Flandre, il puisse être mis à disposition au travers de Vitalink. Si c'est en Wallonie, on travaille actuellement avec les réseaux santé wallons pour trouver des solutions, mais il s'avère de toute façon important que chaque autre prestataire de soins, où qu'il se trouve, puisse avoir accès à ces informations et surtout que le patient lui-même aussi, de n'importe quel endroit, puisse avoir accès aux mêmes informations. Je pense que c'est ce qui nous motive pour passer de ce dossier pharmaceutique partagé au schéma de médication. Voilà en quelques mots où nous en sommes au niveau des pharmaciens d'officine. Merci pour votre attention.